départ, c'est vrai que forcément c'était un gros challenge pour les services RH, parce que, comme vous l'avez dit avant, c'est vrai que c'était un grand chamboulement. Donc on attendait des infos, donc c'est vrai que les services RH ont dû beaucoup se mettre en mode, voilà, en mode veille pour réceptionner les infos, les comprendre, les assimiler. Et ça a été vraiment un choc. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y a eu beaucoup de réorganisation à mettre en place, donc ça s'est joué beaucoup aussi en GTA et en paye. Et cette réorganisation, pour moi, ça a été l'occasion pour le service RH aussi de montrer leur importance dans une organisation, dans une entreprise. Souvent, ils ont un petit peu cette étiquette de non productif, entre guillemets. Donc là, on a vraiment vu leur importance, leur impact, voilà, ingérer toutes ces informations, les transcrire dans les logiciels, faire des protocoles sanitaires, les mettre à jour au fur et à mesure, communiquer, informer la direction pour pouvoir prendre des décisions. Je peux aussi parler de la course à l'équipement, hein, parce que ça aussi, ça a été beaucoup de facteurs de stress et d'inconfort pour les services RH, c'est la course à l'équipement. Une pénurie mondiale de masques et d'équipements, et gel hydroalcoolique, etc. Et il fallait en trouver. Donc ça a été intense, les services RH ont été mis à rude épreuve, mais ils ont pu prouver par cette occasion donc leur importance et leur réactivité. Thierry, alors, oui, je confirme. Ce qui vient d'être dit, ça a été un choc. Nous, on a des populations qui sont très mobiles, qui sont très tournées vers le client, donc ils sont habitués à être en déplacement régulièrement, à voir beaucoup de gens toute la semaine, qui du jour au lendemain se sont retrouvés chez eux. Et on a vraiment senti la perte du lien social comme une appréhension pour nos collaborateurs. C'est-à-dire que même s'ils sont très autonomes de par leur fonction, ils sont très adultes, le fait d'être coupés de leurs collègues, le fait d'être coupés par leurs clients a été un facteur de déstabilisation dans les premières semaines. Ensuite, les pratiques. Alors nous, on était bien équipés déjà en matière de travail à distance, donc le télétravail n'a pas posé de problème particulier. Et ensuite, il s'est mis en place des modes de fonctionnement qui commencent à devenir un petit peu plus normaux aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ce qu'on a perçu, c'est vraiment cette appréhension sur la perte du lien social. C'est-à-dire, je suis chez moi, je ne vois plus mes clients, je ne vois plus mes collègues. C'est quelque chose qui est quand même très déstabilisant. Voilà. Donc heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Il y a plusieurs sujets. La question était personnellement et par rapport à notre entreprise. Nous, côté entreprise, on était quand même déjà habitués en fait au travail à distance, que ce soit en démarche commerciale, que ce soit aussi au niveau des collaborateurs avec du télétravail. Donc sur ce point-là, ça ne nous a pas vraiment déstabilisé. Côté échange avec les prospects ou avec les clients, moi j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose en termes d'échange avec ces personnes-là, puisqu'il y a pas mal de services qui n'étaient pas habitués au télétravail, qui se sont mis au télétravail, qui ont branché la webcam, et j'ai trouvé que les échanges ont été différents, c'est-à-dire bien moins formels. Lorsqu'on discutait avec des personnes, on est dans la sphère un petit peu plus privée, et donc spontanément, il y a un échange qui est quelque part plus humain, je trouve, par rapport à ce qu'on connaissait auparavant quand on faisait des webcams dans un bureau où il y avait des postures professionnelles qui étaient tenues. Là, on voit qu'il s'est passé quelque chose en termes d'interaction. Après, nous, on s'est interrogé longuement sur la bonne stratégie de communication auprès du marché de nos clients à nouveau, pour ne pas sauter sur cette occasion qui pourrait pour certains être le bon moment pour vraiment appuyer sur la démat en disant mais voilà, c'est le moment justement, allez-y, allez-y. Donc on a voulu jongler avec ça parce qu'on a des valeurs humaines assez fortes chez Primobox. On n'est pas là pour sauter sur des occasions et être opportunisme. On veut vraiment instaurer des relations de confiance et de long terme avec nos clients. C'est d'ailleurs notre ADN, la confiance. On est un prestataire de services de confiance numérique. Donc il faut que ça se retrouve dans tous les services. Après, côté service, paye, administration du personnel, RH, je pense que ça a été très compliqué pour les gestionnaires de paye, en effet. Responsable RH. Côté paye, pour les mises à jour, effectivement, logiciels, les interprétations de décrets également, qui étaient pas simples, au-delà des mises à jour logicielles. Et côté RH, les échanges et le dialogue avec les collaborateurs,
où en tant qu'RH, quelque part, il faut aussi tenir une position vis-à-vis des salariés pour être aussi rassurant. Quand soi-même, on ne sait pas tellement ce qui va se passer, c'est pas simple. Voilà ce que je peux en dire de mon côté. Personne n'était préparé à ça, et là on a clairement vu quand même la différence entre les entreprises qui étaient équipées de solutions performantes, modernes. On a été dans l'ajustement, c'est-à-dire que tout ce que j'ai décrit ici s'est mis en place relativement facilement. On n'était pas dans des interventions de 20-30 jours pour mettre en place tout ce qui a été décrit. Donc c'est des choses qui se sont faites, c'était des modifications qui se mettaient en place en quelques heures, au maximum en quelques jours. Et là, on a pu voir tout l'intérêt de sociétés qui est équipée de solutions performantes, puisque là, on était dans l'ajustement. On n'a pas passé des semaines à s'ajuster à cette nouvelle situation. Très franchement, les sociétés qui n'étaient pas équipées, je ne sais pas comment elles ont fait. Enfin, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de traitements manuels pour gérer ne serait-ce que le chômage partiel, les calculs d'heures, etc. Ça a dû quand même être très compliqué. Et rajouter une charge à la charge qu'il n'aurait pas fallu parce qu'il y avait d'autres priorités pour les services RH. Donc en termes de productivité, je pense que les gens qui avaient des solutions performantes avaient déjà fait les gains en amont et que la présence des solutions leur a permis de ne pas être trop perturbés, c'est-à-dire de garder du temps pour s'occuper des autres priorités. Dans le domaine de la paye, je connais moins, mais j'imagine que ça a été un petit peu la même situation. Et là, on voit tout l'intérêt d'avoir des solutions de bon niveau. Elles n'ont pas été acquises par nos clients en prévision de cette situation parce que personne ne l'avait prévu. Mais n'empêche que quand la situation s'est produite, on était content d'avoir ces solutions sous la main. Olivier ? Oui. Je pense clairement au niveau de la paye, justement, c'est vrai que le côté légal est ultra important. Et il faut être réactif, c'est vraiment ce que j'ai expliqué avant pendant la présentation. Et je pense la gestion du chômage partiel, de nouvelles déclarations, de nouvelles méthodes de calcul. Donc de nouveaux gains de temps. Déjà, il faut gérer cette conformité et toujours gagner du temps, ne pas en perdre, éviter de redressement. Et donc on a dû faire des ajustements très rapidement et informer aussi nos clients. Donc clairement, c'est une chose de faire la veille, c'est une autre chose de mettre en place, de comprendre, de mettre en place, et c'est encore une autre chose d'informer nos clients pour qu'ils soient au courant de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on y répond. Donc ça, on a pu le mettre en place justement très rapidement grâce à l'aspect de logiciel en ligne. Ouais. Je trouvais que c'était intéressant de rebondir aussi parce que ce que tu disais avant sur la partie... on avait des solutions à apporter. C'est vrai que quand on a des outils performants, on a des solutions à apporter. Et sur cette période de Covid, c'était pas toujours évident de mettre en avant, dire on a quelque chose à vous proposer, alors qu'on ne voulait pas passer pour des mercenaires. Donc on était un petit peu entre deux eaux où voilà, on a vraiment des solutions, on a des choses super intéressantes à vous proposer parce que le logiciel le fait déjà et en plus on va l'améliorer dans le bon sens. Et en même temps, voilà, vous êtes dans une situation de crise, c'est compliqué, il y a plein de choses à gérer, donc on revient un petit peu sur la pointe des pieds. Christian ? Moi, je rejoins ce qui a été dit. Précédemment. Après, je trouve ça compliqué de parler de productivité dans le service RH. Je ne sais pas comment se mesure la productivité d'un service RH. Est-ce que c'est à la fidélité des salariés ? Est-ce que c'est un niveau de satisfaction de ces derniers par rapport aux informations qui sont communiquées et prises en compte de leurs demandes ? Voilà, ce que je sais, c'est qu'évidemment ces services ont été clairement malmenés. Des projets ont été gelés. En fait, il y a eu deux temps pour nous. Un premier temps, pas mal de projets ont été gelés. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas si on sera là dans 5-6 mois. Je pense aux activités dans l'événementiel, des personnes qui mettent à disposition des salariés sur des missions très courtes. Je pense au tourisme. On va avoir des campings assez importants où il y a 1500, 2000 collaborateurs. Voilà. Là, c'est des secteurs d'activité évidemment qui ont tout gelé, notamment sur des projets de passage en démat pour la signature électronique. Et puis finalement, juin, juillet, ça a repris et il y a une confiance qui est revenue. Et ces projets gelés ont finalement été débloqués.
mais voilà, il y a eu clairement une période d'incertitude pour les services paye et RH, pas sur les mêmes sujets. La paye à nouveau plutôt sur les aspects réglementaires qui sont pas clairs ou qui arrivent au dernier moment. Le protocole sanitaire récent, il est arrivé au dernier moment et il n'est pas clair. Il est retoqué. Pardon ? Et il est retoqué. Voilà. Et pour les services RH, moi je le vois plutôt sur la partie communication auprès des collaborateurs. J'imagine que ça a été aussi Et ça a été un vrai sujet, parce que comment on fait pour communiquer si les collaborateurs ne sont pas présents, en dehors d'envoyer un mail, mais parfois il faut le consentement sur un document qu'on envoie pour qu'il accepte d'être en télétravail par exemple, ou qu'il accepte d'avoir un outil peut-être choisi par certaines structures qui vont loguer ses temps de présence, etc. Il faut pouvoir lui adresser le document et qu'il le valide. Dans le monde de la démat, ce n'est pas un sujet, c'est ce qu'on fait, mais quand on n'a pas mis en place effectivement ce type d'outil, j'ai en mémoire OGF, en fait, je finis juste là-dessus, mais OGF, qui est une structure de 6000 collaborateurs, qui nous a dit, mais je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'avais pas mis en place la dématérialisation du bulletin de paye, puisqu'ils imprimaient en local leurs bulletins pour les mettre sous pli. J'allais dire, ce qui est intéressant par rapport aux collaborateurs, il y a une notion qu'on n'a pas du tout abordée aujourd'hui, qui pourtant, dans ces temps où on a du mal à pousser l'information, où tout le monde n'est pas au bureau, donc c'est pas toujours évident d'informer tout le monde, c'est l'e-learning. Donc c'est vrai que l'e-learning, c'est une possibilité de former à distance, chacun à son rythme, à son retour de congé, à son retour d'une absence. On va sur sa plateforme d'e-learning et on peut apprendre à utiliser une nouvelle fonctionnalité de logiciel qui a été installée. Donc c'est vrai que nous, pour le télétravail, chez Baudet Software, on a mis en place une plateforme d'e-learning sur la version de télétravail du logiciel. Donc on a adapté le logiciel, bon, il y a déjà du télétravail dans la partie GTA, bien sûr, mais on l'a adapté pour répondre à tout l'aspect réglementaire. Et donc cette plateforme d'e-learning, c'est vraiment un gain de productivité, de sérénité, je reviens là-dessus, parce qu'on sait que l'information va facilement arriver jusqu'à tous les collaborateurs, et comme vous l'avez dit avant, c'est vrai que la GTA, ça touche tout le monde dans une entreprise, donc c'est moins évident de transférer l'information sur certains points, surtout quand il y a des mises à jour. On n'a pas eu de projet annulé. On a eu des projets suspendus temporairement, mais curieusement, on a eu aussi des projets accélérés, parce que des gens qui voyaient la complexité à gérer la situation et voulaient terminer leur déploiement au plus tôt. Et effectivement, à partir du mois de juin-juillet, les projets ont repris. Ce qu'on a constaté, ça a été un bouleversement dans la façon de gérer les projets. Curieusement, ce qui n'était pas possible il y a un an et depuis des années est devenu possible. Nos clients sont très attachés à notre présence sur site. C'est-à-dire, quand on fait les spécifications de nos systèmes, ils aiment bien qu'on soit présent. Et ils nous expliquaient que c'était difficile à distance, tellement c'était compliqué, etc. Mais là, curieusement, c'est devenu possible. C'est-à-dire il se trouve qu'on a un outil qui est un outil assez unique pour faire des spécifications en ligne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'Excel ou du Word, toutes nos spécifications sont faites par un véritable outil de gestion. C'est enregistré dans une base de données et ça suit les versions. C'est-à-dire quand on négocie un nouvel accord d'entreprise, c'est documenté dans une application informatique, pas dans du Word. Mais ça s'utilise très bien à distance. Il n'y a pas de raison. Au lieu d'avoir une personne sur place qui fait le questionnaire, qui utilise le système expert pour faire le questionnaire et définir les spécifications, on s'est rendu compte que ça marchait aussi bien à distance. Toutes les parties paramétrage, personnalisation se font très bien à distance. La formation, il y en a toute une partie qui se fait très très bien à distance. Alors pas forcément toutes. Il y a certains points un peu pointus, on s'est rendu compte que oui, on est quand même aux limites de ce que l'on peut faire à distance. Mais tous ces sujets sur lesquels on travaillait depuis des années, qui s'illustraient au travers d'outils que l'on propose à nos clients, n'avançaient pas aussi vite qu'ils auraient pu. Et comme toujours en situation de crise, on fait un grand bond en avant en quelques mois, et ça se vérifie à d'autres occasions, et là ça s'est vérifié. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles, et qui sont devenus tout d'un coup. Et on arrive aujourd'hui à déployer des projets pratiquement complets à distance. Je pense que ça aurait été une évolution naturelle, mais qui aurait pris encore 5-6 ans. Voilà.
Et on s'est rendu compte qu'un chef de projet ou qu'un consultant chez nous, de chez lui, il peut tout à fait travailler chez ses clients parce qu'effectivement, comme ce qui a été dit, il y a des habitudes qui se sont prises. Moi, j'ai trouvé que les visioconférences étaient beaucoup plus efficaces, que les échanges étaient beaucoup mieux organisés et qu'on a appris à travailler avec ces outils très rapidement. Et donc, en apprenant à travailler avec ces outils, ça devient des outils pratiquement naturels. Et on oublie la distance, on rentre un petit peu dans l'intimité des gens, c'est vrai aussi, on l'a constaté, on oublie la distance et ça devient des outils normaux de travail. Alors qu'ils étaient vus, dans certains cas, comme des outils un peu exceptionnels. Donc ça a accéléré un processus qui serait mis en place certainement au fil des années. C'est une crise qui nous amène beaucoup d'inconnus. On a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir, tous autant qu'on est dans cette salle. Hein. Enfin, j'imagine. Et en même temps, il y a quelques avancées positives. Et pour nous, celle-ci est une avancée positive. Ça veut dire moins de déplacements, donc moins de CO2 émis, moins d'heures perdues dans des embouteillages qui ne servent à rien, moins de fatigue. Au final, c'est certainement plus d'efficacité dans les projets. Sur la mise en place côté paye, c'était plus simple. J'ai été pour rebondir aussi par rapport à cette question, c'est vrai que la crise Covid a mis en lumière, c'est vrai que quand on a un prestataire qui n'est pas satisfaisant, qui n'a pas les compétences, très rapidement on s'en rend compte. Surtout en paye, on sait que c'est un mauvais suivi du légal, s'il y a une mauvaise interprétation, si le dossier n'est pas mis à jour, si on n'a pas l'aide en hotline, en support, personne qui répond à la question du client, comment je fais pour gérer telle nouvelle demande. Donc, il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont rendues compte que leur prestataire était peut-être un peu limité. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de demandes de changement. Donc c'est vrai que la question c'est est-ce que c'est possible dans cette crise Covid, avec peu de présence en entreprise ou moins que d'habitude, un peu moins ou beaucoup moins selon les cas, est-ce que c'est possible de changer un outil? Alors, pour la paye, c'est pas compliqué, je dirais. Pour deux raisons, c'est que dans le paramétrage d'une paye, on va quand même beaucoup se baser sur le conventionnel. Après, il y a quelques ajustements réglementaires, mais on est vraiment beaucoup basé sur le conventionnel, le légal. Donc ça, c'est assez facile à paramétrer. Et le deuxième point qui fait que c'est relativement simple de déployer une paye, même quand il y a peu de monde, c'est qu'on touche, contrairement à l'AGT, on touche beaucoup moins de monde. C'est surtout les gestionnaires de paye, parfois il n'y en a qu'un dans certaines entreprises, le ou les gestionnaires de paye, c'est eux qui vont être impactés. Voilà. Et donc, pour moi, la paye, c'est assez facile de changer de paye, même pendant cette période, on va dire, difficile. Et surtout avec une petite dose d'e-learning par la suite. Christian, de ton côté? Moi, en fait, comme je le disais, ça n'a pas vraiment été un changement pour nous, puisque toutes les installations du produit sont à distance et que c'est très rapide. Si je prends l'exemple d'une société, je ne sais pas, de 500 collaborateurs qui veut mettre en place le bulletin de paye électronique, ça va coûter 1000 ou 2000 euros de mise en place et en un mois, c'est mis en place pour un coût derrière qui va être de 250 euros par mois. Donc ce n'est pas des grosses sommes et ce n'est pas des temps d'intervention très longs, ni pour nos équipes, ni pour nos clients. Donc ça n'a pas tellement changé par rapport à nos principes de fonctionnement précédents. Voilà. C'est un peu notre force aussi chez Primobox. L'avantage en quelque sorte de ce que nous traversons, c'est que nos clients et prospects ont dû s'adapter effectivement à cette nouvelle organisation, donc de travail à distance, donc de webcam, et en fait du coup ça a facilité l'adhésion à nos solutions. Voilà. Je repense aussi à un point par rapport au profil en fait dans les services RH. Il y a quand même toute une population de gestionnaires de paye qui ont eu des très très grands moments de solitude. Ouais. Parce que quand on est dans une boîte de 400, 500, 600, 700 collaborateurs et qu'on fait la paye en interne, a priori il n'y en a qu'un de payeur. Donc ce payeur qui était auparavant dans le service RH, déjà un peu dévalorisé depuis une dizaine d'années, ce métier est complètement dévalorisé, alors il tend à remonter maintenant. C'est un métier qui a beaucoup évolué, mais voilà, il y a eu, on l'a senti nous, ce sentiment de solitude côté gestionnaire de paye, vraiment. Voilà. Oui, je confirme ça a été très dur en fait. Je confirme ce que tu dis, le nombre de questions qu'on a eues qui étaient des questions uniquement pour savoir ce qu'on doit faire. C'était juste du conseil, c'était pas pour toucher à l'application. C'est peut-être 50% des appels à notre hotline, c'était juste je recherche une information, est-ce que ce que je fais est correct? Quel conseil vous pourriez me donner?
Et si tu permets, Valérian, je voudrais insister sur un point aussi qui nous a surpris pendant cette crise, c'est l'importance de la sécurité informatique. La presse en a parlé. Alors comme toujours, on a pensé que la presse exagérait. Eh bien non, nos clients étaient victimes d'attaques vraiment massives. Massives. Alors pas notre application, ni les applications de mes confrères. Hein. Globalement, c'est les réseaux informatiques de nos clients qui ont été attaqués. C'est pas du tout une légende, ce qu'on a vu dans la presse. Et ça a créé un choc pour les clients qui sont encore à héberger eux-mêmes leurs solutions et qui aujourd'hui sont très nombreux à passer en mode SaaS. Hein, parce que nous, on a des clients historiques qui sont toujours en mode on-premise, hein, même si majoritairement aujourd'hui ils sont en mode SaaS. Mais ceux qui sont toujours en hébergement chez eux réfléchissent aujourd'hui pour cette question de sécurité informatique à passer en hébergement externalisé. Parce que la grande entreprise, et encore il y a eu des cas dans la presse de grandes entreprises qui ont été complètement paralysées, on va pas citer les noms, mais dans une PME c'est beaucoup plus problématique parce que là on n'a pas les spécialistes pour faire face à une attaque. Et donc ça aussi, ça va être une accélération brutale du modèle SaaS qui aura été révélée par cette expérience-là. Juste pour ajouter sur la mise en place de la solution pendant cette période, j'ai un cas en fait qui me vient en tête parce qu'on a un client qui est présent à l'international, qui utilise SuccessFactors côté RH, donc la solution d'SAP, qui est un gros système, et qui nous a demandé de faire des interfaces sur la gestion de documents en fait avec SuccessFactors. Donc signature électronique, lien avec les coffres-forts. En gros, les utilisateurs restent dans SuccessFactors, mais ils profitent de fonctionnalités de dématérialisation apportées par Primobox. Donc là, on est sur des projets qui sont un peu plus conséquents en termes de temps passé, parce qu'il faut faire des ateliers à la fois avec l'intégrateur SAP, les équipes Primobox, le client au milieu, les arbitrages. On va être sur un projet qui va être sur, on va dire, une quarantaine de jours. Et on aurait pu penser qu'il serait compliqué d'assurer ce projet à distance. Et en fait, voilà, finalement, on a tous développé des capacités d'adaptation et il faut bien faire avec ce qu'on vit au quotidien. C'est aussi sans doute la force de l'être humain, hein, de s'adapter. Et finalement, on a livré ce projet. Donc, tout ça pour dire que ça s'est passé, ça s'est bien passé, sans qu'il y ait de rencontres physiques non plus. Voilà. Et si vraiment on pousse le bouchon, on pourrait dire qu'en webcam, comme on le disait, c'est un petit peu moins formel, c'est plus informel, pardon. Et puis, il n'y a pas de masque, en fait, en webcam. Alors là, on se voit aujourd'hui, je voyais comment c'est de mon visage. Donc la communication, enfin moi je travaille en fonction commerciale, donc j'ai fait un peu de PNL, d'analyse de comportement, de posture, etc. Tout ça est un petit peu balayé avec le masque. Et donc voilà, c'est ça que je trouve ça intéressant en fait. Ce qui est intéressant, une nouvelle façon de communiquer. Comme la carte de visite, je vous dis, on arrive avant de donner une carte de visite. Maintenant, j'hésite à donner une carte de visite, parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise mon interlocuteur par rapport à bactéries que je pourrais laisser sur un bout de carte de visite. Ce qui est intéressant dans cette évolution, parce qu'on a ces capacités d'adaptation, c'est qu'il faut espérer que à l'avenir, on garde le meilleur de tout ce qu'on a vécu, et en reprenant le meilleur de ce qu'il y avait avant, derrière un monde meilleur.